dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux qu'on adresse un enjeu assez primaire qui est est-ce que tout le monde peut vendre? Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on reçoit à quelques égards. On se pose même la question, on s'en est parlé souvent, je pense, de ça, là, par rapport au type de personnalité des vendeurs qu'on a vus. Puis dernièrement, j'ai un vendeur d'un de nos clients qui est venu me voir, puis qu'on a eu une rencontre avec lui. S'il est là ce matin, il va se reconnaître aussi. Puis il m'a dit, Asti, je sais pas si c'est fait pour moi la vente, tu sais, comme je peux-tu vendre ou ça marche juste pas pour moi, la vente concrètement. Fait que pour faire la prémisse sur cet épisode-là ce matin, je veux vraiment qu'on aille creuser là-dedans. Est-ce que ça prend des caractéristiques spécifiques pour vendre? Est-ce que tout le monde peut vendre? Comment ça marche? Puis je veux vous donner de la clarté là-dedans, puis probablement vous donner des guidelines dans ceux qui ont des choses à développer. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Belle. Est-ce que tout le monde Excellent sujet. Oh, hein? Je pense que non. OK. Réponse courte. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut vendre. Je pense pas que tout le monde peut établir une zone de génie en vente, sincèrement. Donc, si j'élabore un peu théoriquement, c'est qu'il existe des types de personnalités qui sont pas faites pour vendre. Il existe des maladies ou des choses qui peuvent venir affecter le comportement d'une façon importante. Notamment l'autisme, on en a parlé en plus préalablement. Ça devient plus difficile d'être relationnel, c'est plus plaqué comme relation, puis les gens souvent ils vont pas se nécessiter, parce que l'autisme, c'est plus ce que c'était par le passé. Là, les gens pensaient que c'était associé à la trisomie 21, là, ça n'a rien à voir. Là. Mais souvent, c'est que ces gens-là vont apprendre l'émotion plutôt que de la vivre. Fait que ça va être un peu plus plaqué, puis on sent une distance dans la relation, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que souvent, ces gens-là vont avoir la misère à bander vraiment. Il va avoir toujours un petit quelque chose qui va être plus tough. Fait que ça, c'est quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir, hein, by the way. Mais ils vont devoir bûcher fucking plus. Alors, ça va peut-être être plus difficile pour être capable d'arriver à avoir une résultante super intéressante en vente. Fait que, réponse courte, non, pour ces différentes raisons-là. Mais sinon, pour tout le reste, je pense que c'est un talent acquis qui peut se développer graduellement au fil du temps et ça prend de la résilience. Selon moi, c'est le facteur tributaire le plus important à savoir si tu vas réussir ou tu vas pas réussir en vente. Ouais. Je suis d'accord avec toi, puis je pense que c'est comme... On compare souvent la vente avec le sport ou la discipline olympique ou, tu sais, je vais dire, le 1% des gens qui performent, qu'on entend parler d'eux. Tu sais, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans un métier, mais c'est que la vente, le juste milieu est pas parfait. Je peux dire ça comme ça, tu sais. Fait que si tu es juste correct en vente, là, puis que t'as jamais appris, t'as juste comme... Ah, moi, on m'a dit que j'avais la personnalité pour vendre. Fait que tu y vas un peu au feeling comme ça. Ben souvent, le juste milieu. Puis ça, je trouve ça drôle parce qu'il y a des gens qui se vendent d'être d'excellents vendeurs, mais quand on leur demande comment ils font par année, ben ça représente vraiment pas les statistiques d'un excellent vendeur. Mais tu sais, parce que c'est quoi un excellent vendeur? Tu sais, il y a comme tellement de nuances là-dedans, mais mon point, c'est que pour être dans, on va dire, 1% ou dans les gens qui se démarquent vraiment, évidemment, ça prend de la résilience parce que tu seras pas là demain matin. Il n'y a personne qui arrive inné, là, paf, dans le 1%. Toi, t'étais pas loin, en commençant, il t'en manquait pas gros pour aller chercher ça. Mais il y a personne qui arrive sans technique, sans méthode, sans structure, sans procédure, puis qui va aller atteindre ça rapidement. Ah, puis même, moi, je suis pas tombé dedans, là. Si je reviens avec le talent que j'ai aujourd'hui, que j'ai acquis, oh mon Dieu, ça aurait été terrible. Le début de carrière, comment ça aurait explosé, tu sais. Fait que, pour moi, la résilience, puis là, tu sais, pour l'expliquer, mettre un peu de chair autour du concept théorique, là, la résilience, c'est la capacité à rebondir face à des traumas. Fait que, tu sais, ça peut être applicable à la vente, là. Il y en a qui viennent complètement découragés après avoir essuyé une panoplie de refus ou des situations qui font que le client passe pas au financement, etc. Puis c'est leur capacité à rebondir. Alors souvent, quand je vais faire une entrevue, je vais poser des questions sur les événements de vie, puis je veux aller voir la capacité à rebondir au trauma, tu sais.
Comme, tu sais, il y en a que c'est plus important que d'autres, mais il y en a qui sont comme, ben, moi, je le fais pour moi, parce que j'ai une maladie X, Y, Z, j'ai une situation qui m'empêche de travailler dans d'autres choses, alors ma seule possibilité dans la vie pour réussir financièrement, parce que j'ai pas envie d'aller faire un doctorat en médecine nucléaire, ben, c'est de devenir vendeur, tu sais. Puis il faut que ça marche. Fait que ça, souvent, c'est quelque chose que moi, je vais vraiment aller chercher. Sinon, c'est de le faire pour les autres. T'sais, ils sont résilients parce que quelqu'un dans leur famille a une problématique, puis ils ont besoin de pomper du cash. Les meilleurs vendeurs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était soit pour une raison intrinsèque ou quelqu'un dans leur famille qui était problématique. Genre, j'ai besoin de donner 50 000 $ par année à ma mère. J'ai besoin de donner X montant pour mon enfant qui a une maladie, qui est incurable, qui est problématique. Et ça, là, c'est ça de la résilience. T'sais. Puis c'est comme j'écoute, puis là, puis je suis super empathique, j'ai moi-même mes raisons pour lesquelles je performe comme un mongol, puis je veux combattre ça. Mais la raison que je vais chercher chez les gens, c'est ça la numéro un. Fait que la capacité à rebondir. Fait que tu lui mets devant 150 refus demain matin, il va pas se mettre à pleurer en petite boule. Il va dire comment je peux devenir meilleur, comment je vais façonner mon approche pour combattre ça puis gagner. Là, t'sais. Puis tu vois, le lien que j'ai tracé pendant que tu expliquais ça, c'est exactement pourquoi les entrepreneurs sont bons en vente. Parce que les entrepreneurs de base sont des gens résilients. Si t'es un entrepreneur, bon, peut-être pas celui qui fait 2 mois qui est là, lui il a encore des croûtes à manger, mais veut pas, là. Mais l'entrepreneur qui est là, pour les bonnes raisons, souvent, comme tu as dit, il y a une raison de faire ça. Il y a un why quand même assez puissant qui a fait en sorte qu'il s'est lancé à son compte, qui est prêt à vivre ce que peu de gens ont envie de vivre au quotidien. Puis c'est une des raisons pourquoi on a beaucoup confiance, pas qu'on a confiance, mais qu'on voit que ça fonctionne avec tous les entrepreneurs avec qui on travaille. Quand on les met dans la vente, même si les autres sont comme « Ouais, mais moi, je suis pas bon en vente. » Non, mais t'es un entrepreneur, puis t'es résilient, puis c'est ta business, puis t'es prêt à faire whatever you need, to get the job done, puis de nourrir ta famille, d'atteindre tes objectifs, whatever, c'est quoi la finalité pour toi à la fin de la journée. Donc, pour moi, ça, je trouve que c'est très, très réel dans le cas des entrepreneurs, cette résilience-là, qui, eux, ils ont plus de facilité à aller s'attaquer là-dedans, plutôt que quelqu'un que, je sais pas, il a fait un DEP en vente, comme moi peut-être, puis il dit « OK, je m'en vais travailler en vente demain matin », et que là, après quelques mois, rapidement, retour à la réalité. Là, on pourrait regarder les statistiques là, des gens qui font un DEP en vente puis qui décrochent de la vente là, puis qui s'en vont complètement dans un autre domaine. C'est genre 90%, là, fort probablement. Ouais, mais Nick, c'est le même dans tout. Ouais, mais effectivement, les gens sautent. Hey, dans mon bac en psychologie, là, sérieux, là, c'était comme 200 par année, là, les cohortes qui rentraient, là. Il y a une poignée de gens qui sont devenus psychologues, là, genre, Ben parce que de se rendre à la... Ben, tu sais, pour être psychologue, c'est long, les études, puis c'est extrêmement difficile, donc ça demande de la résilience pour arriver à le devenir pour de vrai. Comme... Un vendeur, c'est pas long faire un DEP en vente. Ça prend 8-9 mois, si je me souviens bien. Puis tout le monde passe là, à la fin de l'année. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme toi, t'es loser, tu l'auras pas. T'sais. Tout le monde passe, fait que tout le monde se lance là-dedans. Mais ceux qui vont réussir vraiment à performer en vente puis en vivre bien, c'est une infime portion. C'est ça, puis comme tu dis, tu sais, la résilience, elle s'applique aussi, là, tu sais, ma femme est psychologue, là, la course au doctorat, là, c'était pas évident, là, sincèrement, là, c'était hard red, là, tu sais, j'ai un souvenir, hein, ça peut être une bonne histoire à raconter, là, mais moi, mettons, je savais qu'elle étudiait pour une course à l'examen, je mettais mon cadran à 2h30, 3h du matin, pour me réveiller moi, parce que je savais qu'elle était encore en train d'étudier, puis là, je me réveillais, puis on allait courir des suicides dehors. Puis on retournait, puis là, elle allait étudier. Elle retournait étudier, puis moi, je m'en retournais me coucher. C'est bon souvenir. Je prenais un petit lunch avec pour la craquer, puis après ça, je retournais me coucher. T'sais, c'est des machines, mais tu sais, ça prend ça pour réussir des choses qui sont que moins de 1% est capable d'atteindre. Ouais, mais tout à fait d'accord avec ce point-là, parce que c'est un élément distinctif de ceux qui vont rester dans le domaine. Puis tous ceux qu'on a vus, tous ceux avec qui on travaille depuis le jour 1, notre staff, le monde qui sont là, c'est un élément très distinctif, la résilience. L'autre fois, ma conversation que j'ai eue justement avec un vendeur de nos clients, parce que j'ai fait un atelier, c'est là 2 semaines. Puis là, j'étais comme, c'est important que vous soyez engagé envers vos clients. Tu sais, comme, si t'es moindrement pas intéressé ou que t'es comme là pour la paye, t'es là genre juste pour dire... Parce que, tu sais, veux pas, on monte un playbook, on monte un script, ou est-ce que c'est important quand même de suivre une certaine
certaines structures. Et là, lui, il suivait la structure étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Puis j'écoutais son appel, je voyais qu'il tentait pas d'être là, on dirait. Tu sais, puis je le sentais détaché de ça un peu. Puis j'ai dit... En fait, il m'a demandé de prendre une rencontre. Puis il me dit, Nick, je suis un peu tout à l'envers après ton affaire. Je me demande si c'est fait pour moi. Je me calisse un peu des clients comme de l'autre bord. Non, mais tu sais, comme bien honnêtement, il dit, parce que peut-être que je les comprends pas. Puis à force de creuser, on a compris qu'il essayait de se dénaturer pour travailler avec ces clients-là. Il essayait de fitter exactement le moule. Il essayait de suivre le script mot pour mot dedans pour faire en sorte que ça soit parfait. Puis là, j'ai dit, ben, tu t'amuses pas, c'est ça le problème. T'es pas toi-même, t'es pas capable de juste comme adapter ton script à ta façon d'être, à ta façon de vouloir bonder avec le client. Puis je dis, tu sais, moi, écoute, j'ai envoyé un appel de vente que j'avais fait, genre les planchons. Je dis, check ça comme, j'ai du fun, là, tu sais. Là, je m'amuse. Ouais, puis tu sais, ça a closé pour cette raison-là, tu sais. Tu vois, c'était tellement drôle parce que ma belle-mère, ça a donné qu'elle est venue dormir à la maison pour un rendez-vous avec la famille. Puis là, on prenait un café le matin, puis je m'en allais travailler parce que j'étais en télétravail. Puis elle dit, c'est fascinant de te voir aller. Tu t'amuses tellement en travaillant, c'est magique de te voir aller. Puis j'ai comme, ben moi, je travaille pas, je m'éclate. Puis quand je rentre, puis je vais rencontrer un client, puis je vais apprendre de quoi de nouveau aujourd'hui, puis je vais venir chercher du knowledge. Puis je le porte tellement, c'est tellement sincère qu'il était comme, c'est motivant de voir aller. Pour vrai, t'as vraiment pas l'air de travailler. Là. Ça fait toute la différence, ça, définitivement. Là, mais ça, pour moi, d'être capable de... C'est ce que je conseille, tu sais, aux gens qui ont de la misère. Je dis, va... Puis je me souviens, c'est toi le premier qui m'a donné ce conseil-là d'une autre façon. Mais quand je rentrais en dedans chez les clients, j'étais comme, OK, je vais vendre mon produit, je vais faire ça, je vais poser telle question. Puis là, tu me disais, c'est quoi son nom de famille au client? C'est pas. C'est quoi le nom de ses enfants? C'est pas. Le nom de son chien? C'est pas. Les vacances qu'ils ont faites? C'est pas. Dis, ben, il est là ton problème. Tu t'intéresses pas à eux pour comprendre, pour apprendre, pour faire ça. Puis là, ça m'a allumé une cloche. C'était mécanique au début, mais je suis comme, faut que je pose ces questions-là. Puis pour dire comment on peut partir de loin, là, pour moi, c'était pas inné en partant. Puis quand j'avais quoi, 20 ans dans ce temps-là, 19-20 ans? Ouais. Je faisais ça parce que j'avais besoin de sous pour payer mon loyer. Là. Je faisais ça parce que j'avais pas une calice de scène puis je mangeais des pâtes à la sauce tomate. Là. Tous les 2 jours, là, on faisait une batch. Là, t'sais. Fait que j'avais une estime de motivation intrinsèque de me sortir de la merde, d'être capable de payer mes trucs, d'être capable d'avoir un bon mode de vie, mais je pensais juste à la paye à la fin de la journée. Puis je comprenais pas l'humain dans le processus. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à eux, j'ai vu l'effet que ça a eu. De un sur moi, j'étais comme, c'était bien plus le fun. Ben plus de plaisir. Ah ben oui, c'était bien plus le fun juste de jaser. Puis pour eux, je voyais qu'il y avait bien plus de fun à me parler aussi, plutôt que d'entendre parler de les zones de système d'alarme, comment ça fonctionnait, puis pourquoi. Ça, pour moi, ça a toujours resté. Puis j'ai appris à avoir du fun en faisant ça. Puis c'est là que ça a commencé à bien fonctionner pour vrai. Ouais, puis bravo pour ça, parce que tu vois la plupart du temps un vendeur cassé, s'il change pas son alignement, genre, tu sais, puis je peux comprendre quand t'as faim, genre au sens propre, là, genre tu dois manger, mettre du pain sur ta table, c'est peut-être pas le bon timing pour aller en vente. Ouais, il faut que tu sois très très fort mentalement, puis que tu sais, puis c'est là que la posture en vente vient vraiment influencer parce que les gens qui ont faim, ça influence sur leur posture. Ils se mettent dans une posture de weakness où est-ce qu'ils sont de yes man avec le client. Je peux faire ça. Ben oui, je vais le faire. Ben oui, parce qu'on veut tellement trop en faire que ça nous met dans la mauvaise chaise. Là. Dans le cadre de la vente, c'est ça, là. Mais le bonheur au travail, pour les gens qui vont juste travailler pour la paye, là, qui mettent leur cerveau sur une tablette puis qui punchent à la fin puis ils reviennent. Il est dégueulasse le bonheur au travail puis l'émancipation dans ces types de jobs-là. Puis il y en a beaucoup, là. Tu sais, j'ai du respect pour ces gens-là parce qu'ils doivent faire... Tu sais, ils doivent aller le faire pour leur famille. Puis à un moment donné, t'as comme pas le choix dans la vie. Tu sais, la vie vient finir par te coincer puis ça devient difficile de t'en sortir. Mais en vente, tu peux pas avoir le mindset de « je m'en vais travailler pour gagner ma paye ». That's it. Sinon, les clients vont venir 1 kilomètre à la ronde. Ils voient que t'es pas sincère, ils voient que t'es pas authentique, ils voient que tu fais pas ça pour les bonnes raisons. Puis tu sais, c'est tout un peu inconscient dans le lien à l'autre que ça paraît. T'sais. Bon, on passe à la commande, là. OK. Puis ça, je le vois, genre, souvent, moi, je le dis aux vendeurs, là, comme cette semaine, j'étais au bureau avec vous autres.
Là, comme la fille, elle ouvre une parenthèse, le vendeur, il la referme, tard, puis il passe à l'autre question. J'ai sacré une tape en la tête. Qu'est-ce que tu fais là? S'il répond, c'est que, non, mais tu sais, c'est vrai, c'est de l'intérêt pour la curiosité. C'est important parce que tu manques des opportunités de convertir ensuite, puis d'être curieux, puis ça rend le travail beaucoup plus agréable. On est tous d'accord là-dessus. Là. Je veux dire, à un moment donné, vendre pour vendre, si t'aimes pas parler avec les êtres humains, puis comprendre, puis apprendre des nouvelles choses, t'es pas à bonne place. Ouais, ça, ben c'est le volet bidirectionnel. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui aime ça avoir une... Ah, salut Zoé qui passe dans mon frame. Il y a personne qui aime ça avoir une conversation avec quelqu'un qui fait un monologue. Tu sais, c'est rarement agréable à entendre. Fait que la vente, c'est le même principe. Il faut que ça soit bidirectionnel, mais pour que ça soit réel, il faut que tu t'intéresses, puis il faut que tu poses des questions. Tu sais, on apprend ça, là, tu sais, à nos clients, on apprend ça aux jeunes conformes qui commencent avec nous. Tu sais, hier, je l'ai framé, j'ai comme fait du reflet. Tu sais, reviens en arrière, parce qu'on écoutait des appels aussi, on fait de la correction constamment comme ça, mais écoute, qu'est-ce qu'elle a dit, là? T'as fini ta phrase, t'as dit « Ah, OK, cool. Puis vous, c'est quoi votre plan de match? » Je suis comme « Chris, la personne vient de nous parler pendant 40 secondes. » Exactement. C'est ça. C'est ça mon intervention, là. Hey, elle t'a parlé, écoute! Mais c'est toujours, pour vrai, là, c'est ça. Puis le défaut de ça, c'est le script, un peu, le frame, des fois, parce que les gens veulent tellement suivre un script parce que c'est comme, OK, je m'en vais là. Là, j'essaie de montrer que, oui, il y a un début, puis il y a une fin, hein, il y a une ligne, mais ça semble même dans la ligne, là. J'aime bien l'expliquer comme ça. Il y a le processus de vente, là, ça c'est le standard qu'on s'attend à ce que tu réalises, que tu dois cocher chacune des cases. Puis il y a l'autre processus qu'on appelle la création et l'établissement de la relation. Puis ces deux-là, à some point, c'est la maîtrise absolue du processus de vente qui peut permettre de voir émerger la relation parce que pendant le moment présent, tu es concentré sur ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Si tu es en train de réfléchir c'est quoi la prochaine question qu'il faut que j'y pose? Impossible que tu aies capté qu'il a regardé sa femme puis qu'il a fait un sourire quand ils ont parlé de voyage puis que là, la bonne question s'est arrêtée. Ah, je remarque que vous aimez ça voyager. C'est quoi votre dernier voyage? Et là, boum, j'étais en train de créer une petite belle relation. Mais si je suis comme, ah merde, j'ai pas demandé c'était quoi son besoin parce que là, j'ai oublié. Fait que c'est pour ça que il y en a qui vont dire, t'es un débile, mais c'est la maîtrise absolue du processus de vente qui va permettre d'émerger la relation, qui va créer cette symbiose-là entre les deux, qui va faire que tu vas venir tout poser tes questions, mais tu vas te promener entre un et l'autre, un et l'autre, un et l'autre. Et sais-tu quoi? Tu vas passer un plus beau moment et ton client va passer un plus beau moment. Et c'est ça qui va faire une hausse significative du taux de closing. Là. Pas juste un peu, énormément de différence. Je refais ma parenthèse avec le sport, mais ce que tu viens de dire, c'est exactement le même principe quand on dit athlète de haut niveau. L'athlète de haut niveau, là, son muscle memory, là, on s'entend-tu, là? Débile. Il n'y a pas besoin d'y penser, là. Puis ça me fait penser beaucoup au golf, parce qu'au golf, il faut que tu fasses 300 fois le même motion pour que moindrement il rentre. Hey, il faut que je flippe mon poignet à 6 secondes précises en même temps que mon bras s'en vient à 120 km/h. Tu peux pas y penser pendant que tu fais le move, là. Ah non, c'est ça, dans la merde, tu fucks tout, là. Ah, faut que je bouge mon poignet! Ben non, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Mais c'est exactement ça. Puis c'est drôle à quel point... les gens, des fois, comme sous-estiment ce volet-là, puis même si on le répète, puis on le répète, puis on le répète, practice makes perfect, c'est perfect practice makes perfect, là. Encore plus si tu pratiques de la bonne façon à revoir ton script, à revoir qu'est-ce que tu dois poser comme question, où est-ce que tu dois aller creuser avec le client, c'est là que tu vas instinctivement être capable de dire « Ah, je m'en parle là, je fais ça. » C'est comme au golf, si je vais pas toujours driver dans le fairway à toutes les fois, ça se peut que je me retrouve en arrière d'un arbre. Mais si je sais pas quoi faire quand je suis en arrière d'un arbre, c'est sûr que je me casse la gueule dans ce trou-là, puis je vais faire un triple bogey. Mais si, quand j'arrive en arrière d'un arbre, je le sais que je vais juste punter out, puis je vais me préparer pour faire mon prochain coup comme du monde, ben c'est le même principe. Si tu l'as échappé dans ta vente ou que le client t'amène pas à la bonne place, faut que tu sois capable instinctivement de te ramener dans le track, puis de repasser à la prochaine question. Fait que ça se passe pas textbook. C'est ça que les gens, des fois, ont l'impression que ça va arriver. Je pose cette question-là, je vais avoir cette réponse-là. Donc, je vais poser cette question-là. Donc, non, c'est pas linéaire, c'est pas textbook. Là.
Et non, mais parce que si c'était ça, on mettrait une intelligence artificielle à notre place. Calisse, oui. C'est pour ça que ça Ouais. remplacera jamais les intelligences artificielles, le vendeur. Jamais, jamais, jamais. T'as bien beau la former, la mettre parfaite, mais elle aura pas la place d'un vendeur. Ouais, je suis 100% d'accord. Ça, c'est un facteur méga important, tu sais. Fait que, tu sais, ça revient à si t'es pas capable de créer de relations avec tes clients, peut-être que c'est pas fait pour toi, tu sais. Tu sais. Ben, faut que tu apprennes à être bon à faire ça ou à aimer ça. Moi, je pense que c'est ça, parce que plus jeune, puis ça dépend, je pense, de la maturité aussi là, de chaque personne, puis ça, mais plus jeune, c'était plus difficile pour moi de comprendre. Puis ça, je pense qu'on a déjà parlé, mais moi, Mais c'est vraiment intéressant, ça, parce que c'est un défi qu'on a avec nos jeunes vendeurs. Ouais, mais oui. Comment t'as fait pour apprendre à démontrer que tu avais de l'expérience et que tu as bâti de la crédibilité en étant jeune? Ça, il y a juste à toi que je peux se poser cette question-là parce que j'étais vraiment plus vieux que toi quand je t'ai embauché. Là. Ouais. Ben, vraiment plus vieux de 3 ans. Ben, quand même, là, je veux dire, à cette gap-là, j'avais pas 20 ans, j'avais comme plus 24. d'expérience, en tout cas. C'est ça, Ouais, tu sais. définitivement. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 choses principalement. De un, ça a été pour moi quelque chose de nouveau, mais comme les relations sociales, j'en avais, mais ils étaient pas... comment dire... Significative? Ouais, ça significatif, c'était en surface. Tu sais, j'ai toujours été habitué d'avoir des relations plus en surface à cette époque-là de ma vie. Puis amis, peu importe, c'est comme hey, ça va, ouais, toi, ouais, ok, on s'en va faire. C'est comme, puis, tu sais, j'ai pas été élevé dans les émotions ou dans comme creuser, aller voir qu'est-ce qui se passe, comment. Ça a été toujours un petit peu plus en surface, puis les émotions un petit peu plus camouflées. Fait que pour moi, d'apprendre justement à m'intéresser aux gens. Puis de voir qu'est-ce que ça donnait en retour. La réciprocité dans les relations. Quand je parlais, puis c'est ça que je m'avais dit, quand j'ai de la misère avec les personnes âgées, mais c'est eux qui m'ont fait déclocher le plus. Parce que quand je posais des questions, puis que je voyais qu'eux, ils étaient vraiment intéressés à moi, puis que là, ils me posaient des questions en retour, puis là, j'étais comme, c'est vraiment facile, finalement. Mais c'est quand tu ouvres la porte à ça, quand tu es fermé émotionnellement, les gens ne te poseront pas ces questions-là. Ça paraît. Parce exactement, ils le voient. Mais quand tu fais l'effort de t'ouvrir, puis que tu fais l'effort d'aller t'intéresser réellement aux autres, ben la réciprocité, elle vient quand même beaucoup plus facilement. Fait qu'il y a eu, ce point-là, je te dirais, moi, qui a fait ça. Puis la deuxième chose, suite à ça, c'est la confiance que ça m'a donné. Parce que avant, j'avais pas autant confiance en mes skills, justement. J'avais pas confiance que... parce que je l'avais pas comme vécu. Tu sais, j'avais pas eu un coup de circuit, j'avais pas eu... Mais je vais toujours me souvenir, c'est la fin de semaine à Drummondville quand tu m'avais réembauché après m'avoir crissé dehors. Mais c'est ma fin de semaine à Drummondville que j'étais arrivé pompé, préparé, j'avais fait mes devoirs, puis j'avais scoré, tu sais, j'avais fait quelques wins, des mini-wins un après l'autre, là, tu sais, des petites ventes, mais toutes collées. Dans la semaine, là. Ouais, puis là, j'ai vraiment pris le temps de faire une introspection de comment j'ai eu ces ventes-là, qu'est-ce que j'ai fait de différent d'avant que j'étais pas capable, puis j'ai vu le changement. J'ai vu que j'étais capable justement de le faire en lançant la relation, en mettant la relation de l'avant dans mes ventes, ce que je faisais pas avant. Puis tu sais, je sais pas comment le dire, mais c'est comme de sentir OK, j'ai ce pouvoir-là. Je suis capable. Ouais, je suis capable. Mais c'était au-delà de je suis capable, c'est... Je suis pas juste je suis capable, je l'ai. Je peux le refaire quand je veux, comment je veux, anytime. Ça a été le déclic. Parce que j'ai compris que si je l'avais fait avec 4 deals back-to-back dans ma fin de semaine, je peux le faire avec 500 deals, 10 000 Et deals. pour vrai, ce que tu décris là, c'est ce que j'aime le plus voir chez des mandats qu'on coach. Ben oui. Voir un vendeur qui roule à 5-10 000 piastres de vente par semaine, qui est comme rendu à 50 000 piastres en dedans de 3 mois par semaine, là, puis il est comme les feux d'artifice dans les yeux, il a compris le hack que ça prenait pour que ça explose. Ce que tu décris là, j'ai des frissons. Là. C'était malade, ce moment-là. J'en ai encore. Ouais, ça a été un tournant dans toute ma vie au complet, tu sais, parce qu'avant, je savais pas quoi faire. J'avais pas confiance en moi nécessairement, je me sentais pas bon dans rien en particulier. Quand j'ai été capable de faire ça puis de bâtir des relations ça a donné avec un des sens. inconnus, 4 back-to-back qui me font confiance, qui me disent oui, qui me donnent... J'étais comme fuck, I just unlock
level 10. Something. J'ai Wow. quelque chose. Mais c'est vrai, parce que les clients, c'est ça aussi qu'ils nous disent. Ça me fait penser à Émilie la dernière fois. Tu sais, elle a travaillé pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois à essayer de être moins robotique dans son approche, puis de tout balancer là, pour que tout soit fine-tuné, puis ça fonctionne. Puis quand elle l'a eu, paf, première vente. Lendemain, paf, deuxième vente. L'autre, troisième vente, elle m'a dit « Hey, merci, je l'ai eu. » Là, c'est parti. J'étais comme « Ah, let's go. » Ça, c'est hot. T'sais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis bien d'accord. Mais merci tu sais, pour l'expliquer ça, parce que c'est une problématique. Il y a plein de gens qui prennent le chemin de la vente très, très tôt dans leur carrière. Puis c'est un challenge qu'on a. Puis je pense que le choix de ton employeur, si t'es jeune, est vraiment important. Ouais, comment il va te développer, comment il va t'aider. Tu sais, toi, tu m'as aidé à me développer à tous les jours, puis tu mettais du temps, tu mettais des efforts avec moi. Si on allait luncher tout le temps, La question numéro 1, si tu as 20 ans, entre 20 et 25 ans, tu as zéro ou presque pas d'expérience en vente, en setting, en prise de rendez-vous, en prospection, la première question que tu devrais poser en entrevue, c'est quoi l'encadrement que vous donnez en termes de formation continue au niveau des ventes? Si c'est, on vous pogne en meeting une fois par mois, va pas là. Va pas là. Tu vas gangréner, tu vas pas développer ton potentiel, tu vas pas step up, tu risques de démissionner parce qu'il arrivera pas, puis on va te dire que t'es pas bon. Mais tu mérites pas de te faire dire que t'es pas bon, tu mérites qu'on te donne de l'accompagnement puis qu'on te supporte dans ton déploiement professionnel. Chris, t'as 20 ans, c'est normal que tu performes pas comme quelqu'un qui a 40 ans, qui fait 20 ans, qui est dans le domaine de la vente. Là, on voit aussi des bons vendeurs qui ont de l'expérience aller stagner dans des endroits comme ça. Puis ils sont comme... Ils s'en lavent les mains un peu parce que ça devient très routinier, puis ils ont pas plus faim, ou du moins, ils se font pas amener à se développer du tout là-dedans. C'est pas rare qu'on le voit. Là. Les bons vendeurs, mais personne s'en occupe, personne leur parle. Non, ça va bien les ventes. Chris, OK. Faut mettre du temps, faut mettre de l'effort là-dedans. Ben oui, puis oui. Puis 99% du temps, c'est ce que je corrige quand je pogne un mandat en direction des ventes. Mm-hmm. Genre, on va mettre un meeting avec les vendeurs à tous les jours. Ils sont comme... Il fait genre, ben ouais, faut que tu t'en occupes. Tu sais, je veux dire, ton département comptable, tu y parles à tous les jours. Ouais. C'est la même affaire aux ventes. Tu sais, là, je veux dire, c'est pareil, tu sais. Fait que pour les nouveaux vendeurs, j'espère que vous avez bien noté ça parce que c'est un élément clé dans le développement parce que Nico, si t'avais pogné un boss qui s'occupait pas de toi, qui te donnait pas de formation continue, qui te coachait pas, ça aurait été vraiment plus difficile que t'atteignes un niveau de performance, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, t'as été engagé envers moi autant que t'as été assez engagé pour me faire le cadeau de me crisser dehors parce que j'avais pas le bon mindset puis j'avais besoin de manger une tape en arrière de la tête. Est-ce comme que tu m'as repris quand t'étais revenu vers moi, comment ça va, t'en es où, ok, parfait, on réessaye, tu sais. Fait que non, je suis 100% d'avis. Tout le monde qui croit en eux puis qui ont envie de se développer mérite ça, définitivement, parce que ça prend ça. C'est ça, puis laisse-toi pas croire que tu mérites pas ça. Définitif. Good, merci PL. Je pense qu'on a bien, somme toute, fait le tour sur ça. Est-ce que la vente, c'est fait pour toi? On a répondu de différentes façons à l'intérieur du podcast, puis les gens qui vont se reconnaître, qui vont se ressentir là-dedans, vont être amplement en mesure de voir si c'est quelque chose qui est fait pour moi ou non. Puis, petit message aux entrepreneurs, c'est toujours fait pour vous, la vente. C'est un mal nécessaire, parce que bien souvent, les entrepreneurs essaient de balayer ça de la main rapidement, de dire « Ah non, on veut pas faire ça, je veux pas m'en occuper, je veux pas prendre... » le temps de faire ça, mais votre zone de génie se trouve là plus souvent qu'autrement. On a fait d'ailleurs quelques podcasts où on parlait de ça. À cet effet-là. Là. Jusqu'à temps que tu aies 100 employés, en tout cas, là, ou du moins. Là. Moi, je préfère avoir directeur des ops, directeur dans tous les autres domaines marketing, puis de pouvoir focaliser aux ventes puis l'exploser. Là, je pensais à ça dernièrement. Là. Quand j'arrive à me libérer là, bientôt, là, si j'ai du temps, je retourne aux ventes. Aïe, c'est un commitment! J'y ai pensé, j'étais comme... Si j'ai, mettons, 10-15 heures par semaine là, de libre parce que j'arrive à déléguer un peu tous mes départements que j'essaie de faire en ce moment, j'ai le goût de revenir aux ventes. Là. Ça va... Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est là que je vais être le plus rentable. C'est dangereux ce que tu viens de dire là. Inquiète-toi pas. Je suis all willing to take the commitment.
Fait que, merci tout le monde, merci d'avoir été là pendant cet épisode-là. Pour ceux et celles qui ont apprécié le contenu, je vous invite si vous voulez venir à tous les jeudis 10h dans le groupe L'Académie de la Vente, ceux qui sont là en direct nous écoutent déjà ici en ce moment. Je vous invite à venir nous rejoindre dans le groupe, c'est gratuit, c'est accessible, puis vous voyez ces podcasts-là en live avant tout le monde. Pour ceux et celles qui veulent tout simplement nous suivre, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, voire même sur Instagram, on donne beaucoup de conseils, beaucoup de petites capsules, des points un petit peu plus stratégiques pour vous aider. Sur YouTube aussi, on est là, puis on devrait rajouter du stock prochainement. Donc, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.